Bonjour. Bienvenue à tout le monde qui commence à se joindre en ligne. On va commencer bientôt le temps que quelques personnes arrivent et soient admises en passant par la salle d'attente. On a le plaisir aujourd'hui au CIRS d'accueillir pour un séminaire midi Louis-Robert Beaulieu-Gay. Il détient une maîtrise en économie agricole de l'Université McGill et un doctorat en sciences politiques de l'Université de Montréal. Il étudie l'administration publique canadienne, les politiques publiques et la réglementation, mais aussi les sources d'informations pouvant éclairer le processus décisionnel au sein de l'administration publique fédérale. Par le passé, il a notamment créé une base de données sur la réglementation canadienne et a également travaillé en tant que consultant pour l'École de la fonction publique du Canada et pour l'Office de consultation publique de Montréal. Durant ces mandats, Louis Robert a utilisé son expertise en analyse de documents textuels et en méthode quantitative pour construire des corpus originaux et conseiller des organisations sur la valorisation et l'utilisation de leurs données. Il est actuellement chercheur postdoctoral ici au CIRS, conjointement avec le REFIX, le Réseau francophone international en conseil scientifique, et il va entrer en poste dès l'été 2024 comme professeur de gouvernance canadienne à la Johnson Shoyama Graduate School of Public Policy de l'Université de la Saskatchewan. Aujourd'hui, il vient nous faire une présentation d'une durée approximative de 30 minutes, bon, plus ou moins, selon le rythme que ça prendra, qui a pour titre La forme avant le fond, l'effet du formatage sur la perception de la crédibilité des résultats de recherche. Alors, bienvenue, Louis Robert. Merci encore d'être là avec nous. Le temps que les dernières personnes arrivent, juste quelques petites indications très, très courtes, techniques. Une durée d'à peu près 30 minutes pour la présentation. Il y aura une période de questions par après qu'on pourra prendre. Vous êtes encouragés là, en ligne à soit lever la petite main jaune ou à mettre, si jamais il y a un souci technique ou autre, vos questions dans le module de clavardage. Pendant la durée de la présentation, comme toujours, on demande de laisser les micros fermés. Pour l'information de tous et de toutes, la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Donc, si jamais vous désirez ne pas apparaître, vous êtes encouragé à simplement fermer votre caméra selon votre désir. Alors, sans plus tarder, Louis-Robert, je te cède la parole. Merci beaucoup pour cet accueil. Aujourd'hui, je vais vous présenter là, les résultats d'une première étude qui a été conduite par l'Axe Recherche du réseau de francophones international en conseil scientifique. C'est une première étude qui s'inscrit dans un nouveau programme de recherche qui vise là, plus particulièrement à évaluer comment la présentation des résultats de recherche peuvent influencer comment les gens reçoivent, perçoivent et utilisent là, les données probantes et les résultats de recherche. Donc, comment le format peut affecter le fond ou est-ce que le fond avec le format, vice-versa. Donc, on essaie de voir là, dans un grand programme pour comment on présente la science, qu'est-ce que ça change, comment les gens vont la recevoir. Donc, je vais débuter par vous présenter là, brièvement l'équipe puis le réseau. Donc, la RFIX, c'est d'abord et avant tout un réseau de chercheurs et de praticiens visant à promouvoir le transfert de connaissances et la formation justement des praticiens. Donc, ce n'est pas un centre de recherche à proprement dit. Cependant, on a un axe dans la RFIX qui comprend de la recherche et qui vise à renforcer les capacités de recherche sur le conseil scientifique et aussi à générer des nouvelles connaissances là, qui pourront être appliquées là, pour améliorer les pratiques là, dans le conseil scientifique. Donc, ce programme de recherche s'inscrit dans cet axe-là du RFIX. L'axe en tant que tel est conduit par plusieurs chercheurs de différentes universités, notamment François Claveau de l'Université de Sherbrooke, Mathieu Mondeau qui est directement affilié là, au RFIX, Éric Maupetit de l'Université de Montréal et Thierry Varin de DHEC là, à Montréal. L'équipe de rédaction qui a participé plus activement à la production des résultats là, que je vous présente aujourd'hui est composée de Mathieu Ouimet, qui est directeur général du RFIX à l'Université Laval, Benoît Béchard, qui est chercheur postdoctoral à l'Université Laval aussi, et moi-même, là, comme Jean-Benoît a dit, qui est chercheur postdoctoral au RFIX et au CIRST. Et je vais faire appel souvent à mes collègues de l'Université Laval là, au courant de la présentation, probablement plus en période des questions, parce qu'ils sont impliqués aussi là, dans le projet autant que moi, là, Mathieu Ouimet et Benoît Béchard, ils vont pouvoir m'aider à répondre à vos questions là, tout à l'heure. Donc, le programme, comme je disais tout à l'heure, cherche à vérifier si la manière dont les résultats scientifiques sont présentés peut avoir un impact sur comment sont perçus les résultats en tant que tels.
Et au final, on cherche à identifier les bonnes pratiques en termes de communication et de conseils scientifiques. On veut contribuer à élargir nos connaissances sur comment on devrait présenter des résultats scientifiques pour qu'ils soient mieux compris et mieux assimilés par les récipiendaires là, ou les publics cibles en tant que tel. Ce projet-là, ce programme-là a plusieurs phases. Là, je vous présente simplement la première phase, les résultats de la première phase, qui est les résultats d'une expérience qu'on a conduite. Et c'est vraiment de la première étape là, de ce projet-là que je vous parle aujourd'hui, c'est les résultats de l'expérience qu'on a conduite. Mais il y a d'autres étapes qui s'en viennent. Ce n'est qu'une première étape. En deuxième lieu, on va vouloir vérifier en fait la robustesse de nos résultats. On va répliquer notre expérience dans différents contextes. Et on veut aussi élargir en troisième lieu nos constats avec des gens qui représentent un peu plus fidèlement la population cible du RFIX, c'est-à-dire des gens qui travaillent en conseil scientifique, qui travaillent au gouvernement, donc des fonctionnaires, des administrateurs publics. Mais là, aujourd'hui, on va se limiter là, à la première étape en tant que telle. Donc, la question de recherche du programme là, en vocabulaire plus spécifique, là, plus précis, c'est quel est l'effet du formatage sur le traitement d'informations complexes chez le lecteur. Et là, je vous donne tout de suite des réponses. Là. Spoiler alert, alerte aux divulgateurs. Pour faire durer le suspense trop longtemps, nos deux résultats principaux, bien, premièrement, mettre en évidence des informations facilitent leur traitement. Donc, mettre l'accent sur des informations va avoir un effet sur le lecteur, mais aussi la présence d'images. La présence d'images qui n'ont pas d'informations en tant que telles peut nuire à la compréhension d'informations pertinentes là, dans les textes qu'on a présentés. Donc, si vous voulez savoir les résultats, voilà, c'est terminé. C'est ça qu'on a fait. Vous pouvez quitter ou si on continue, ben, je vais vous expliquer un peu comment on est arrivé à ces résultats-là. Eh bien, c'est grâce à une première expérience par sondage qu'on a fait. Donc, on a demandé à des répondants et des répondantes de lire un texte de synthèse scientifique sur l'efficacité des caméras d'intersection, des caméras de feu rouge sur leur capacité à réduire les accidents de la route. C'est une synthèse qu'on leur a fait lire, un résumé de revue de littérature scientifique qui est produite par Campbell Collaboration. C'est un consortium de chercheurs qui font des revues de littérature poussée sur des sujets de politique publique. Le format et le contenu de ces synthèses-là ressemblent beaucoup à ce que pourraient avoir à avoir des conseillers scientifiques ou des administrateurs publics quand ils veulent prendre une décision. Donc, on a choisi cet objet-là pour cette raison-là, mais aussi parce que les revues de littérature scientifique, c'est un peu le gold standard ou l'étalon or du conseil scientifique et de la formulation de politique publique basée sur les données probantes. Et le recours à ces outils-là fait partie des bonnes pratiques qui est mise de l'avant par le RFIX. Donc, c'est le genre d'outils qu'on va mettre de l'avant. Et parce que c'est un outil qui est robuste, qui est rigoureux et qui est reproductible, les revues de littérature scientifique. Donc, on voulait voir, ben, comme on trouvait donc pertinent non seulement d'avoir un truc qui ressemble à la réalité, pas une expérience qui est montée de toutes pièces, mais aussi d'enquêter sur comment le format de ces objets-là peut influencer comment ils sont reçus en particulier. Donc, après la lecture là, du résumé de revue de littérature systématique que les participants ont fait, ils ont été appelés à répondre à un questionnaire en langue anglaise en ligne qui a été administré par la firme Qualtrics. 500 personnes, en fait, 660 personnes ont répondu au questionnaire. On en a gardé seulement 550 parce que 110 personnes n'ont pas pu identifier le sujet du texte là, après l'avoir lu. Donc, on a jugé qu'ils n'avaient pas été assez attentifs pour pouvoir répondre au reste des questions. Donc, ça arrive dans les expériences que des gens ils font juste comme cliquer partout sans trop faire attention ou encore qu'ils ne prennent pas la tâche au sérieux. Donc, en s'assurant que les gens ont bien identifié le sujet du texte, on s'assure qu'on est des gens qui ont pris la tâche au sérieux. On a ciblé des résidents des États-Unis qui ont minimalement entamé des études universitaires. Donc, le but, c'était d'avoir, oui, des lay people, mais aussi des personnes avec un degré de sophistication minimal par rapport à l'interprétation d'un texte complexe. Un niveau qui pourrait être similaire là, à ce qu'on pourrait retrouver dans les ministères ou chez les politiciens. Donc, en allant voir des gens qui ont des études universitaires, on est plus proche du niveau de compréhension que pour avoir là, une personne cible, disons, du RFIX en tant que tel.
Le design de l'expérience est assez classique, là. C'est un essai randomisé, contrôlé ou randomized controlled trial, où 2 traitements ont été administrés là, de manière aléatoire là, aux répondants. Donc, on a en termes plus techniques, là, un 2x2 factor design, donc 2 traitements qui sont assignés aléatoirement à des répondants. Les 2 traitements ont pris la forme de modification de texte. Donc, on a manipulé le texte de 2 manières différentes et il y a 4 groupes ainsi qui ont été exposés à des versions de texte différentes. Donc, ici, on a ce que vous pouvez voir, c'est le texte qu'on a choisi pour l'expérience. Donc, c'est un résumé d'une revue systématique de la littérature. Et les synthèses de Campbell Collaboration, ils se ressemblent pas mal toutes, sont toutes formatées de la même façon. Donc, il y a des sections, il y a un exergue en bas de la photo ici. Donc, il y a du texte qui est mis en valeur. Vous pouvez voir là. Il y a des sous-titres, il y a un encart, etc. Il y a des images. Il y a 2 images, une en début de texte et une autre au début de la 2e page. Dans notre cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une revue de littérature systématique qui recensait toute la littérature qui s'est pertinente, qui s'est écrite sur les caméras de feu rouge. Et les gens de Campbell ont fait une synthèse de ça pour expliquer où on en est dans l'état de nos connaissances par rapport à ce sujet-là en particulier. Donc, les gens ont eu à lire ce texte-là, qui est un texte scientifique, le complexe, mais que c'est un résumé. Donc, c'est quand même digérable là, pour des gens qui n'ont pas de background en sciences en tant que telles. Donc, le premier traitement constituait à changer le passage qui était placé en exergue, donc qui était placé là, au début du texte. Dans la version originale, c'était un passage faisant état des résultats qui étaient mis de l'avant. Donc, il était au début de la 2e page. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est juste en dessous du titre là, Do red light cameras reduce red lights running and traffic crashes. Donc, normalement, c'était cet extrait-là, juste en dessous de ce titre-là, qui était mis en exergue, qui était mis de l'avant. Nous, on l'a échangé pour aller chercher un passage qui était aussi dans le texte, à la toute fin, mais qui faisait état des biais méthodologiques, des risques de biais dans les résultats des études qui avaient été analysées, qui étaient dus à des méthodes un peu trop faibles considérées là, par les gens qui ont fait la revue. Donc, les 2 passages, à la base, sont dans le texte. Ils sont restés dans le texte, mais on a juste choisi de mettre un en évidence qui est différent. Au lieu de mettre les résultats, on a mis, bon, ben, attention, le bout qui réitère les biais possibles de la méthode, les faiblesses de la méthode. Le texte en question qui a été mis de l'avant est le suivant. Je vais vous lire. The majority of the studies were found to use weak methods which have a risk of bias. Policymakers and practitioners need to use evidence from better quality studies, particularly randomized controlled trials or natural experiments. Donc, c'est le passage qu'on a pris, qui était dans le texte et qu'on a mis là, de l'avant en tant que tel. Le but de cette manipulation-là, c'était de voir est-ce que le lecteur ou la lectrice va être affecté par le fait que le biais est mis bien en évidence. Donc, on commence par ça. Est-ce que ça a un effet de dire, bon, regardez, vous allez avoir des résultats de recherche, sauf que les méthodes peuvent être biaisées. Le 2e traitement est un peu plus simple. On a simplement retiré les images. Donc, dans les 2 images, on les a juste enlevées, en fait. Et normalement, notre attente était que, étant donné que l'information en tant que telle est sous forme de texte, jouer avec les images elles-mêmes, toutes les images qui ne sont pas des graphiques, qui ne sont pas des infographiques, qui sont là des images pour meubler un peu le texte, qu'on ne voit pas d'information en tant que telle, il ne devrait pas y avoir d'effet de les retirer. Vu que ça n'enlève pas, puis ça n'ajoute pas d'informations, on voulait voir si c'était bien le cas. Donc, notre attente était qu'il n'y ait pas d'effet en fait, de ce traitement-là. De ces 2 traitements-là, on a construit 4 groupes expérimentaux. L'assignation à chaque groupe a été aléatoire, mais on a quand même vérifié que les caractéristiques sociodémographiques des répondants et des répondantes étaient bien dispersées. On a fait des exact t-tests puis des key squares pour voir si tout était beau. Et effectivement, là, il n'y a pas eu de problème lors de l'assignation. Donc, on avait un premier groupe ici où est-ce qu'ils ont eu à lire un texte où les biais étaient mis en exergue, donc le passage sur les biais était mis de l'avant, et où l'image a été retirée. On avait un autre groupe où les biais étaient seulement à la fin, ils n'étaient pas mis de l'avant, et l'image a été retirée. Un 3e groupe où, encore une fois, les biais étaient à la fin, mais l'image n'a pas été touchée, donc l'image restait incluse dans le texte. Et finalement, un 4e groupe, qu'eux ont eu le texte non altéré, donc sans manipulation. Alors, les biais à la fin, pas dans l'exergue, et les images incluses. Donc, notre objectif était de vérifier l'effet de ces 2 traitements-là sur 3 variables dépendantes principales. La première, elle servait à mesurer l'évaluation faite par les lecteurs
des faiblesses des méthodes qui sont employées par les recherches sur les caméras de feu rouge. Donc, les recherches qui sont rapportées dans les synthèses. Donc, pour mesurer cette variable-là, on a posé une question directement dans le questionnaire. Donc, c'est une seule question que les gens ont répondu après avoir été traités ou non. Le questionnaire est en anglais, mais la question se traduirait de la manière suivante. La majorité des études sur les caméras d'intersection se sont avérées utiliser des méthodes faibles ayant des risques de biais. Donc, en fait, la question reprend presque littéralement les mots, l'exemple qu'on a mis de l'avant. Donc, on voulait voir, bien, si on leur dit ça dès le début du texte, est-ce qu'ils vont assimiler cette information-là? Est-ce que ça va affecter leur vision de la méthode par rapport à si cet extrait-là est juste à la fin en tant que tel? Vous avez la distribution de la variable ici. Donc, les répondants avaient à répondre en répondant par rapport au libellé s'ils étaient fortement en désaccord jusqu'à fortement en accord. Et nous, on a converti cette échelle-là dans une échelle numérique de 1 à 5. Donc, si vous avez la distribution globale de cette variable-là. La deuxième variable, elle, sert à mesurer comment les répondants perçoivent les résultats. Pas la méthode, mais plutôt les résultats. On emprunte un concept appelé la perceived tentativeness. Donc, ça sert à mesurer comment les gens perçoivent la nature définitive, ou on pourrait dire non définitive, de résultats de recherche. C'est-à-dire, est-ce que les résultats sont perçus comme étant préliminaires? Est-ce que les résultats sont faibles? Est-ce que notre connaissance est complète ou non? Donc, étant donné qu'on a posé des questions positives, donc pour aller dans le sens de nos questions, on n'a pas pris la perceived tentativeness, mais l'inverse, donc la perceived definitiveness là, pour capturer notre variable ici. Donc, on a 6 questions. Donc, on a construit un indice à partir de ces 6 questions-là. Et encore une fois, les gens devaient répondre qui étaient strongly en accord, fortement en accord, jusqu'à fortement en désaccord sur une échelle de 1 à 5. On a fait une moyenne des réponses. On a construit un indice. Et pour s'assurer que notre indice était valable, on a calculé là, les alphas de Cronbach et aussi fait des analyses de composantes principales pour voir qu'on pouvait tout réduire ça à une dimension puis faire une moyenne. Et il n'y avait pas de problème. La troisième variable, et elle, encore à un autre niveau, c'est l'attitude par rapport aux caméras. Donc, la première, c'est est-ce que les méthodes sont faibles? La deuxième, est-ce que les résultats sont définitifs? Et la troisième, est-ce que les politiques qui sont basées sur ces résultats-là, est-ce qu'on est pour ou contre en quelque sorte? Donc, on avait une série de 7 questions qui questionnaient les gens sur est-ce que les caméras de feu rouge, c'est une bonne politique? Est-ce que le bénéfice est plus grand que les coûts? Est-ce qu'on devrait en avoir? Est-ce que c'est une bonne politique en tant que telle? Donc, voici la distribution, encore une fois, des questions de strongly disagree à strongly agree qu'on a mis en numérique et qu'on a fait une moyenne. Plus on était près du 1, plus les gens étaient près du strongly disagree, et plus on était près du 5, plus les gens étaient près du strongly agree. La relation de nos variables dépendantes, nos traitements, a été évaluée dans des modèles de régression par les moyennes carrées, qui inclut un terme d'interaction entre l'image et le biais, d'où notre choix de délai avec les OLS pour pouvoir calculer le terme d'interaction facilement. Dans le premier modèle, que vous avez des résultats ici, on a mesuré l'effet de nos traitements sur l'évaluation de la faiblesse de la méthode, donc la première variable dépendante. Et on note quelques petites choses intéressantes quand même. Premièrement, le fait de mettre le biais en exergue a un effet significatif sur l'évaluation de la méthode. Donc, si vous avez des coefficients avec leur intervalle de confiance, en principe, quand l'intervalle de confiance touche au 0, ce n'est pas significatif, sinon c'est significatif. Ça veut dire qu'il y a un effet qui n'est pas dû au hasard en tant que tel. Donc, mettre de l'avant le biais en exergue a un effet. Les gens prennent plus en compte cette information-là lorsqu'elle est mise de l'avant que lorsqu'elle est simplement placée à la fin du texte. Donc, ils l'utilisent davantage quand elle est mise à l'avant pour juger de la qualité de la méthode. Et avoir ce biais-là en exergue augmente d'à peu près 0,5 sur l'échelle de 1 à 5 la perception de la faiblesse de la méthode. Donc, l'effet est quand même substantiel en tant que tel. Par contre, là, j'ai un gros par contre, mais cependant, on a aussi un terme d'interaction dans la régression, ce qui veut dire qu'on peut seulement interpréter le premier coefficient comme étant l'effet de mettre le biais en exergue sur la variable dépendante de l'évaluation de la faiblesse de la méthode si l'autre variable est nulle. Donc, si l'autre variable est égale à 0. Donc, s'il n'y a pas d'image.
Donc, il y a un effet quand il n'y a pas d'image. L'image en tant que telle, ici, on voit que son coefficient touche le 0, donc en tant que tel, elle n'a pas d'effet. Le fait de mettre une image ou non n'a pas d'effet en tant que tel, tout seul, en fait, tant que le biais n'est pas un exergue. Sauf qu'avec quand on va voir le terme d'interaction, qui est le dernier point que vous avez ici, bon, désolé un peu la datation, ce n'est pas encore très au point. Là, je ne me suis pas cassé la tête pour nommer mes variables. Il y a du français et il y a de l'anglais. Là, je vais corriger ça, inquiétez-vous pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que le terme d'interaction est significatif, il est négatif et il est substantiel. Ce qui veut dire que quand on a une image, quand l'image est présente, le fait de mettre le biais en exergue n'a plus d'effet. Donc, l'effet combiné d'avoir une image et le biais en exergue va être à peu près moins 0,5. Donc, le coefficient va venir oblitérer carrément l'effet du biais tout seul. Je vais y revenir. Donc, pour l'instant, ça peut être un peu pas très clair dans cette visualisation-là, mais je vais y revenir dans 2 instants. Sinon, avant, je vais vous parler des 2 autres variables dépendantes. Donc, sur la nature définitive des résultats et l'attitude face aux caméras. Et on n'a rien. Donc, on n'a rien du tout. On ne capte pas d'effet des traitements sur ces 2 autres variables-là. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 modèles-là, de ces résultats-là? Bien, premièrement, si on va voir l'effet du biais, réitérer les faiblesses méthodologiques de la recherche rend les répondants plus critiques par rapport aux méthodes. Donc, les gens sont plus sensibles à des passages de texte qu'on leur met dans leur face en tant que tel. Ils vont les prendre en considération. Par contre, le jouer avec l'image va tempérer, va moduler cette relation-là. Donc, vous avez 2 courbes ici. La courbe en rouge, c'est l'effet de mettre les biais en exergue quand l'image n'est pas présente. Donc, on voit qu'on a une croissance quand même assez importante de l'effet et un effet important, à peu près 0,5. Et la courbe en bleu, c'est la même relation, mais quand l'image est présente. Donc, il n'y a pas d'assez de variation pour qu'elle ne soit pas du hasard, donc ce n'est pas significatif à ce niveau-là. Donc, on peut en retirer 2 choses de ces trucs-là. D'abord, en accord avec notre hypothèse, le fait de mettre de l'avant de l'information va faciliter son traitement. Ce qu'on met en exergue compte. Mais, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas anodin d'ajouter ou de retirer des images. Les images en tant que telles n'ont pas vraiment d'effet dans ce qu'on peut voir, sauf que elles ont un effet indirect. Elles ont un effet d'interaction avec notre traitement, donc elles vont venir jouer dans l'effet de la variable biais en tant que telle. Un deuxième résultat intéressant, ou devrais-je dire un non-résultat qui est intéressant, c'est qu'on n'observe pas de transfert de l'évaluation de la méthode vers l'évaluation de la nature définitive des résultats vers l'attitude des répondants par rapport à la politique publique. Donc, on aurait pu imaginer que quelqu'un, on leur dit, les méthodes ne sont pas bonnes, donc tes résultats sont, on pourrait dire, préliminaires, donc ça ne vaut peut-être pas la peine de mettre des caméras de feu rouge. Sauf que ce processus mental-là n'est pas observé. Donc, pour les gens où il y avait un effet de mettre le biais en exergue, cet effet-là ne s'est pas répertorié sur les 2 autres variables. Donc, oui, ils ont compris que les méthodes étaient faibles, plus que les autres. Mais ils n'ont pas jugé les résultats moins bons que les autres, puis ils n'ont pas jugé les politiques plus pertinentes que les autres non plus. Donc, le transfert ne s'est pas fait. Le thought process est arrêté à oui, la méthode est plus faible, mais c'est tout, on n'est pas allé plus loin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Bien, c'est peut-être tentant pour un éditeur de mettre des images dans ses communications. Ça peut leur permettre de capter l'attention du lecteur, de garder son attention, ou encore, si on est dans un contexte de réseaux sociaux, d'Internet, d'aller chercher le fameux clic pour ouvrir le document en tant que tel. Mais dans notre expérience, on voit qu'ajouter des images qu'on voit en elles-mêmes pas d'informations, ça peut avoir des conséquences inattendues. Donc, ces images-là pourraient être un distracteur en tant que tel. Surtout si on les met juste à côté de l'information qu'on veut que les gens comprennent. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image que j'avais tantôt, l'exergue est juste en dessous de l'image. Donc, si on veut que l'information qui doivent retenir est en dessous de l'image qu'on met de l'avant, ben, ils ne vont pas nécessairement retenir, ou pas retenir, mais ils ne vont pas nécessairement prendre en compte cette information-là, aussi bien que s'il était mis de l'avant tout seul. Et ça, c'est particulièrement intéressant, je pourrais dire, pour la communication scientifique, puis le conseil scientifique, parce que dans ce cas-là, le contenu, on va s'entendre, est plus important que le contenant.
Donc, il va falloir faire attention parce que nous, on voit que des décisions de formatage, d'édition ou de mise en page peuvent venir interagir ou embrouiller, on pourrait dire, ce qu'on veut que le lecteur retienne d'un texte. Donc, il y a un effet ici à prendre en compte. Donc, la capacité de traiter de l'information d'un texte peut être vulnérable au formatage. TER. Oui. Ah oui, désolé, ça j'ai rajouté ça à la fin et Ouais, mon erreur. c'est bon. Ouais, je suis pas dyslexique, là, mais je suis proche. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces résultats-là? D'abord, là, c'est une première expérience. Vous avez vu, les N ne sont pas non plus très, très grands. Et on a été surpris de nos résultats. Donc, l'image, on s'attendait à ce que ça n'ait pas d'effet, mais ça en a un. Donc, on veut développer des hypothèses peut-être plus précises et répliquer nos résultats. Et aussi, on veut savoir pourquoi l'image a un effet. Est-ce que c'est une question d'attention? Est-ce que c'est une question de temps passé sur l'image? Donc, on prévoit mobiliser les techniques d'oculométrie, de eye tracking pour voir si on met une image ou non, est-ce que les gens passent plus de temps à une place ou à un autre dans le texte? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils retiennent en tant que tel? Donc, on veut voir c'est quoi le mécanisme en jeu derrière le fait de mettre ou non une image. Dans quel cas on peut en mettre, dans quel cas on peut pas en mettre. Donc, d'où ça vient, là, ce distracteur-là? Qu'est-ce qui en est la cause? Deuxièmement, on veut aussi valider nos résultats dans d'autres contextes. C'est une expérience avec les caméras de feu rouge. Il y a d'autres thèmes qu'on peut aller tester. On veut faire d'autres expériences, on veut les répliquer avec d'autres thématiques. Aller voir si c'est avec les casques à vélo ou avec les vaccins, est-ce que c'est la même chose? Et là, c'est un truc qui avait assez peu d'enjeux, les caméras de feu rouge, malgré que si on va voir des politiques plus saillantes ou moins saillantes, est-ce que ça a le même effet? Et aussi avec les tests en laboratoire, et des gens qui reviennent en panel, on pourrait voir si ces effets-là durent dans le temps et on pourrait faire varier les populations aussi. Donc là, on avait déjà des universitaires, on pourrait avec des laboratoires, là, voir avec des étudiants ou d'autres types de populations, si là, ces relations-là tiennent la route avec d'autres populations. Et on veut aussi étendre le programme, puis dans la mission du RFIX, le voir, c'est quoi les implications pour le conseil scientifique. On peut s'attendre à ce que la relation brisée de méthode faible, résultat pas définitif et politique pertinente ou non, c'est peut-être normal que les gens ne se posent pas trop de questions sur la science ou sur les méthodes quantitatives, sur les méthodes causales, ne font pas ce lien-là naturellement. Donc, ce n'est pas très surprenant qu'on ait ce résultat-là. Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que c'est la même chose pour les fonctionnaires. Dans notre expérience, les gens ne lisaient pas vraiment les textes avec intention. On espère qu'ils le faisaient avec attention, mais on ne sait pas si c'est avec intention. Un fonctionnaire ou un conseiller politique qui va lire des revues de littérature systématique, il va peut-être avoir un œil plus aiguisé. Et ce serait intéressant de voir si des gens qui lisent des textes avec intention ne font pas ce chemin-là de méthode à résultat à politique, là, peut-être qu'on aurait un problème. Là. Donc, ça reste à voir. Donc, ce n'est pas surprenant pour les gens qui ne sont pas impliqués dans le conseil scientifique, mais on va voir si c'est l'est pour des gens qui sont impliqués directement là, dans la lecture, l'analyse et la prise de décision par rapport à des politiques scientifiques. Et ultimement, le but, c'est aussi de faire des ponts entre la psychologie et l'administration publique. La psychologie a beaucoup d'influence en sciences sociales, là, on le sait quand même. Surtout en économie, beaucoup en sciences politiques. En administration publique, un peu moins. Donc, on veut essayer de créer des ponts et de voir comment jouer dans la tête des gens en changeant le format peut influencer la manière dont est communiqué ou est reçu, en fait, un message. Donc, en changeant certains paramètres de la mise en forme, qu'est-ce que les gens vont retenir, qu'est-ce que les gens vont garder, qu'est-ce que les gens vont comprendre d'un texte. Donc, c'est ce qui nous intéresse là, pour la suite du programme, là, élargir d'expérience un peu plus dans un domaine un peu plus grand. Donc, ça conclut pour l'instant ma présentation. Donc, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis là pour les répondre et je n'hésiterai pas à les rediriger vers mes collègues, là, Benoît et Mathieu, si jamais là, je suis à sec là, dans mes explications. Merci beaucoup, Robert. Donc, d'emblée, on peut déjà ouvrir, comme tu le souhaitais, la période de questions. Ça peut être ici, ça peut être dans... En fait, avant, je ne sais pas si Mathieu ou Benoît veulent rajouter quelque chose. Peut-être que s'ils veulent intervenir ou si on porte aux questions tout de suite. Donc, j'invite Mathieu ou Benoît, si vous avez des choses de plus à dire, là, ça peut être un bon moment avant qu'on se lance dans les questions.
Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, nous. Parfait. Peut-être je profiterai de l'occasion pour revenir sur le contexte de ce programme de recherche qu'on souhaite lancer. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur le problème de communication entre la communauté scientifique, la communauté les responsables de politique publique. Dans plus de 20 ans que je fais de la recherche dans ce domaine. Et puis, j'ai été témoin, et je suis toujours témoin encore aujourd'hui, de modèles, d'organisations qui nous présentent, voilà comment il faut présenter à l'écrit des résultats de recherche à des décideurs. Donc, il y a toute une pluralité de modèles. Moi, quand j'étais étudiant, on parlait du modèle 1, 3, 25, une page, principaux résultats, 3 pages, le résumé en 3 pages et puis le rapport. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de policy briefs. Et puis, j'étais justement dans une conférence où quelqu'un présentait différents modèles de présentation. Et la première chose qu'il a dite au début, il disait c'est important d'inclure des images, de la couleur. Et moi, je me suis toujours demandé, je me suis toujours dit, oui, mais ça repose sur quoi? Est-ce qu'on sait vraiment, est-ce que ça pourrait pas y avoir, il peut pas y avoir un effet sur l'assimilation de l'information? Donc, je voulais remettre cela en contexte. Et donc, avec le RFIX et le CIRST, donc dans le cadre de ce projet postdoc, on a décidé là, d'essayer de creuser, d'ouvrir un programme de recherche pour obtenir des données davantage probantes. Et je terminerai sur la question, puis Louis-Robert l'a bien mentionné, c'est une première étude. On est au début d'une grande aventure parce qu'il s'agit vraiment d'une seule étude qu'on va devoir répliquer. Merci Mathieu pour les précisions. Tu avais fait appel à quelqu'un d'autre, c'était Robert, je sais pas. Bernard, je ne sais pas s'il veut parler un peu de l'étude ou des hypothèses, mais je ne vais pas le mettre sur la sellette non plus. Là. Donc, peut-être qu'il pourrait intervenir plus tard. Tu ne mets pas sur la sellette, il n'y a pas de problème. Écoute, juste une petite. Je pense que tu l'as très, très bien expliqué. Puis j'ajouterais, là, étant donné que moi, je suis plus du côté des sciences cognitives et de la psychologie, on fait le pont avec les évidences en administration publique puis en psychologie, comme Louis l'a mentionné. Mais ici, on est vraiment dans et peut-être que ça va répondre à certaines questions préliminaires que vous avez. On est vraiment dans un paradigme de traitement de l'information, hein. Information processing. Donc, ce qu'on regarde, c'est le traitement de l'information des individus qui sont exposés à un stimulus de bref âge, hein, par exemple une note, dans ce cas-ci. On n'est pas dans un paradigme en psychologie qu'on pourrait appeler sur la mémoire, hein, les processus mnésiques, par exemple, ou les processus attentionnels, attention sélective, attention dirigée, etc. On est plus sous un chapeau plus large de traitement de l'information. Alors, je voulais juste clarifier ça pour pas qu'on ait peut-être des questions un peu qui seraient un petit peu décalées et qui ne concernent pas nécessairement notre turf en bon québécois de recherche. On est vraiment dans l'information processing. Ici, on n'est pas dans le traitement de l'information au niveau mémoire ou au niveau attention. Merci Benoît. J'ai une première question, Dave. OK. D'abord, je vous remercie. Non, c'est très, très, très intéressant parce que effectivement, ça m'a toujours frappé cette idée qui est à la mode chez les designers, les bureaucrates. On met des images. On me dit, oui, mais c'est qui nous dit ça? C'est une bonne affaire. Là. Tu sais, ça fait bien, ou ça fait qu'il bouge dans l'écran, des mots rentrent, c'est le fun. Tu sais, c'est une forme d'infantilisation, là. Mais bon, je suis content que vous ayez jeté un coup d'œil dessus. Donc, ma question, c'est au niveau, par exemple, de dire, bon, OK, maintenant, on a mesuré un effet de l'image qui est effectivement, je pense qu'avant l'oculométrie, ça serait peut-être plus simple et plus rapide d'en faire un autre, mais vraiment, là, en variant les images avec des images qui pourraient donner l'impression de donner de l'information. Parce que là, ce qu'on a, c'est stop puis une caméra. Fait qu'on peut se dire, effectivement, que ça nous donne quoi comme information, une image top caméra. On se demande ce que ça fait là, mais effectivement, c'est là, probablement, comme tu dis, parce qu'on pense que les gens étant crétins, il faut lui mettre des petites images, et non pas juste une page du New York Times de 8,5 par 11 sans images. Fait que si on fait un autre test avec d'autres images, au lieu de avec ou sans, et aussi varier l'image. Si on met une fille qui a l'air sympathique à une caméra d'un mètre, n'importe quoi, mais
Parce que là, on verra si vraiment c'est l'image au sens générique, peu importe la crise d'image, ça a un effet, ou si effectivement le contenu sans information versus un contenu d'une image qui pourrait avoir une information même vague. Et donc, si ça reste, après, ça vaut la peine peut-être de mettre la colorimétrie, parce que c'est compliqué de mettre la colorimétrie, tu es en labo, tout ça. Mais je pense qu'avant, il y a un vrai test de la robustesse de votre résultat, c'est plutôt de varier le contenu informatif de l'image, avec ou sans image encore, là. Mais, donc, ça fait un groupe peut-être plus gros pour le couper en 6 ou en 8. Mais dernier point, c'est est-ce que vous avez fait, parce que ça, j'ai la misère à croire qu'il n'y a pas de travaux, justement, en information processing. Avez-vous fait une revue de littérature là-dessus? Parce que, effectivement, que le monde pense qu'il faut qu'il y ait des images. Je dis, mais c'est leur job, comme tu dis, en psychologie de l'information processing. Y a-t-il des travaux? Là, fait une revue de littérature là-dessus? Je vais répondre à la première question, puis je vais diriger la deuxième, Benoît. Ben c'est ça, effectivement, les images à Campbell ne veulent rien dire. C'est juste des images qui donnent du contexte au sujet. C'est juste pour que ça ne sert à rien, là, en fait. Mais il y a il y a d'autres formats que Campbell Collaboration. Ce serait peut-être intéressant d'aller voir d'autres types de synthèses ou même en B2 nous-mêmes pour voir justement, est-ce qu'un graphique, un tableau, là, ça a un impact. Ça serait intéressant, effectivement. Puis, ce serait une des choses qu'on considère là, de faire varier les images en tant que telles. Tandis que tu es sur le sujet, est-ce que le format utilisé par Campbell est, lui, formaté? Est-ce que c'est une maquette qui est toujours à peu près la même? Tout le temps pareil. Avec tout le temps deux images à la même place qui représentent le sujet à peu près, sauf que ça ne convoit pas de l'information. Il n'y a pas de variabilité dans leur propre corpus. Non, c'est très, très, très. Je n'ai pas tout vu, mais j'ai exploré un peu. Ça ressemble pas mal. Et la littérature? La littérature, Benoît, ça, je te laisse Ben, ça. je peux peut-être intervenir là-dessus. Ah, oui. Merci Yves hein, pour les commentaires. Puis c'est une excellente proposition, effectivement. Puis peut-être juste avant de revenir sur la revue de littérature, tu sais, notre principal sujet ici, là, dans cette expérience-là, c'était pas tant les images. Oui, c'était les images parce on a prévu un groupe pour ça, mais c'était principalement l'information sur les biais méthodologiques qui nous intéresse. C'était c'est un résultat plus secondaire qui nous a surpris. Là. On ne pensait pas que ça allait jouer. Pour la revue de littérature, oui, effectivement, on en a fait une, mais c'est un excellent point parce qu'on s'est concentré sur une revue de littérature dans le domaine de la communication scientifique en tant que donc, c'est une littérature qui est, je dirais, davantage dans le secteur de la santé. Là. Il y a même, on n'est pas les seuls à avoir fait des expériences de ce type-là. Là. Il y en existe. Pas beaucoup. Il y a beaucoup de littérature sur l'effet de cadrage qu'on présente, par exemple, des statistiques sur le risque, des choses comme ça. Si je comprends bien le sens de la question, c'est que pour y avoir déjà réfléchi, c'est qu'en marketing, par exemple, ou en présentation, en infographie, là, si on ouvre plus large, là, certainement qu'il y a des choses là, qu'on pourrait utiliser là, dans le programme de recherche. Je vais juste ajouter une petite chose là-dessus. Je pense que Mathieu a bien clarifié le propos. Effectivement, là, il y a une littérature très, très, très éminemment vaste là, sur la littérature en marketing, par exemple, hein, sur la capture attentionnelle, par exemple, dans un contexte de vente. Ça, il y en a beaucoup de travaux là-dessus, il y en a énormément. Et comme Mathieu l'a dit, il a fallu faire des choix de chercheurs. Et les choix qui sont un peu basés aussi sur nos intuitions, ben c'est l'idée d'aller capter la littérature et les évidences dans la littérature en communication, de l'évidence scientifique. Alors, on s'est restreint, évidemment, mais on est bien au fait et on va le mentionner effectivement dans des parutions subséquentes qu'on connaît, on est au fait que ça existe dans le domaine de marketing, dans le domaine de la communication plus largement, l'effet de framing, hein, le cadrage de l'information. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut pas être tassé du revers de la main, ça existe, effectivement. Merci. Ça va peut-être nous prendre une revue de littérature systématique, qui sait, tant qu'il est dans le sujet. Il y avait une question, si on est prêt à y passer, mais une question de Clément Hardy en ligne. Je vous invite à ouvrir votre micro, votre caméra, si vous voulez. Allô, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Super, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Moi, personnellement, je
Je viens de finir mon doctorat, puis je m'intéresse beaucoup à la communication scientifique. C'est que le sujet du traitement d'informations et du fait que nos capacités cognitives sont vraiment limitées, alors qu'on a, en tant que citoyen et citoyenne, on a une quantité affreuse d'informations à absorber. Ça m'intéresse beaucoup, là. Je me posais deux questions vis-à-vis de vos résultats. La première, c'est de savoir, là, si j'ai bien compris, vous vous êtes intéressé à est-ce que les images, enfin, vous avez observé plutôt si les images influençaient la capacité de rétention de l'information vis-à-vis du biais dans certaines études. Et je me demandais si, selon vous, selon ce que vous avez vu dans la littérature, ou même instinctivement, est-ce qu'on pourrait généraliser ça aussi au fait de faire des nuances dans un texte scientifique? C'est-à-dire même pas forcément de dire ah oui, mais les études qui disent ça sont biaisées. Ce serait même par exemple de dire mais en fait les caméras des feux rouges, ça marche parfois, mais parfois non, dépendamment de ça ou ci ou ça. Ce qui est souvent le cas en fait. Hein. On a souvent des facteurs tierces qui vont changer ça. Puis ma deuxième question, ce serait sachant ce que vous avez vu et sachant que malheureusement, quand on fait de la communication scientifique aujourd'hui, on ne peut pas le faire sans images. Tous les médias mettent des images pour accompagner leurs articles. C'est malheureusement un jeu auquel on est obligé de jouer, surtout quand on communique avec le grand public. Est-ce que vous auriez des recommandations pour essayer de contourner ce problème et de permettre quand même aux nuances ou aux biais d'être retenus? Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Après ça, je vais diriger la première vers Mathieu et Benoît, qu'eux ont justement fait une étude un peu similaire où est-ce qu'ils faisaient varier autre chose, notamment on pourrait dire la cohésion là, du consensus scientifique qui venait dire que, ou non, qui, on va dire, nuancer les résultats. Là, donc, toutes les études sont d'accord ou non. Donc, ça aussi, c'est un effet, mais je vais laisser Mathieu en parler. Sinon, pour la deuxième question, ben, tu sais, là, c'est une étude qui lançait le programme et le résultat avec l'image était, comme je disais, un résultat qui nous a surpris. Et nos hypothèses n'étaient pas si précises par rapport à ça. Donc, moi, je ne me risquerais pas là, à faire des recommandations tout de suite parce qu'on a besoin justement de vérifier ben, quel genre d'image a un effet, est-ce que c'est vraiment ça, puis qu'est-ce qui est derrière cet effet-là. Mais quand même, l'expérience est là. C'est une expérience, l'effet est causal. Dans le design, donc, on voit que d'enlever une image, de mettre une image, en fait, distrait les gens de l'information qu'on voulait leur faire comprendre. Donc, tout ce que je pourrais vous dire, là, c'est que pour l'instant, si vous mettez votre exergue en dessous d'une grande image par rapport, il y a un risque que la personne ne s'en serve pas là, pour faire des inférences et par la suite. Mais encore une fois, c'est un début de programme. Là. Il va falloir creuser un peu plus. Sauf que moi, de ce qu'on observe, c'est qu'il y a un effet quand même. Mettre des images n'est pas anodin. Le formatage impacte comment les gens, qu'est-ce que les gens reçoivent, qu'est-ce que les gens comment ils traitent en fait l'information qui est mise dans eux. Donc, je ne dis pas de supprimer toutes les images possibles, là, sauf que il faut faire attention. Moi, peut-être que justement, je ne sais pas si Benoît a quelque chose à dire, mais sur la première question, ben, effectivement, on a fait avec un collègue, un collègue allemand. Là. Et d'ailleurs, je dois le mentionner, là, les deux dernières variables dépendantes, là, perceived tentativeness puis l'attitude, ça a déjà été validé là, par un collègue allemand qui travaille en communication politique, là, qu'on a repris leur instrument. Ce qu'on avait fait, c'est une expérience, il n'y avait pas la question de l'image. On ne faisait pas varier l'image, mais c'était vraiment pour la notion de biais, comme dans ce. Donc, l'information, si on présente l'information sur les biais, mais aussi on faisait varier. Donc, ça, c'est un type d'incertitude scientifique dans la littérature en communication scientifique, la déficience méthodologique. Il y a d'autres sortes d'incertitudes. Puis, une de ces autres sortes, c'est l'absence de consensus. Hein? Dire, bon, il y a des études qui montrent que ça fonctionne, et des études, ça va dans toutes les directions. Et dans cette autre expérience-là, on avait fait varier cela. Donc, il y avait des résultats qui allaient tous dans le même sens, ça fonctionne. Puis, dans un autre groupe, c'était pas clair. Ça allait dans les deux directions. Et ça a beaucoup d'influence. Ça a beaucoup d'influence, notamment sur l'attitude du répondant par rapport à l'intervention, s'il est pas ou pas. Dans notre cas, c'était les casques à vélo, l'échellation sur le port du casque à vélo.
Et puis, il y a toute une littérature hein, sur l'absence de, quand on montre qu'il y a un consensus, ça fonctionne. Et ça, si on pourrait revenir dans la littérature en marketing et tout ça, c'est quelque chose qui est bien connu et qui est bien utilisé, je dirais utilisé assez souvent dans les médias, puis dans la communication gouvernementale, quand le gouvernement souhaite faire la promotion d'une intervention, par exemple, et montrer qu'il y a de la science derrière. Évidemment, on ne va pas essayer de mettre l'accent sur les divergences, mais plutôt un message, il y a un consensus, ça fonctionne. Et ça a beaucoup d'impact. Ça a été testé dans plusieurs contextes. Ce qui peut être problématique aussi, parce que d'un point de vue éthique ou déontologique, dans la mouvance là, sur le transfert de connaissances, les politiques éclairées par les politiques publiques, on devrait être transparent par rapport à l'état de la science. Oui, il y a des études qui montrent que ça fonctionne. Quelle est la valeur de ces études? Il y a d'autres études qui montrent que l'intervention ne fonctionne pas. Quelle est la valeur? Mais si vous êtes dans une logique de promotion d'une politique publique, évidemment, vous allez avoir tendance à agir comme un praticien du marketing. Oui, je suis très d'accord avec vous, Mathieu. Surtout que c'est d'autant plus tentant même quand on n'est pas décideur, mais par exemple, on se lance dans des questions qui sont très polarisantes ou divisantes. Les gens d'en face, on sait qu'ils vont le faire. On sait qu'ils vont parler que des études qui vont dans leur sens et pas des autres. Alors du coup, on se dit, bah, moi, il faut que je contrecarre. Je vais parler que de celles qui vont dans mon sens. Parce que si je mets de la nuance, ben, eux, ils vont pas le faire. Puis du coup, ils vont gagner la bataille, entre guillemets. Puis oui, c'est un autre grand problème. Là. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais c'est très intéressant. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses-là. Est-ce Je peux que... ajouter quelque chose, Louis? Oui. Oui, vas-y. Oui, ça va être très court. Je t'ai entendu, puis Clément, c'est une excellente question parce que tu soulignes quelque chose qui sont des pistes futures de recherche pour nous. Tu parles de rétention de l'information. Tu as dit ça tantôt. J'ai entendu dire, là, on est vraiment dans le traitement de l'information. Puis, dans cette littérature-là, en psycho, on parle souvent de deux phases. Hein, l'acquisition de l'information, d'une part, quand on traite quelque chose, puis l'application de la connaissance, l'application de l'information. Dans cette étude-là, on est dans l'acquisition de l'info. Hein. On fait du information seeking. On recherche l'information dans la note. Hein. On n'est pas dans la rétention de l'information où on va demander aux participants de revenir, par exemple, une semaine ou deux plus tard, puis lui demander des questions sur le contenu pour savoir s'il a retenu en mémoire l'information. Par contre, ce que tu soulèves là, c'est un élément très, très intéressant pour des recherches futures et on pourra regarder ce qu'on peut faire avec ça, mais très pertinent dans la phase d'application de l'information, hein, la prise de décision qui vient suite au traitement de l'information. Alors, c'est une intuition de recherche, Clément, que tu as qui est très, très intéressante. Mais dans ce cadre-ci, on n'a pas eu de questions nécessairement qui sont venues tester la rétention en mémoire. Je n'avais pas ça. Merci. Il y a Yves ici, en fait, qui voulait intervenir juste. Oui, ben, c'est un peu limite pour aller, bon, on a traité du problème qui est très, très, très intéressant en découverte du rôle de l'image, mais on a montré aussi les résultats de la distribution, parce qu'effectivement, sans être la rétention à attendre 2 semaines, tout ça, il y a eu, on est allé vite, mais il y a eu des questions où on disait, bon, ben, qu'est-ce que vous avez... il dit, oui, tu sais, il y a une distribution quelque part, ça ressemblait un peu à une gausse, là, il était au milieu à 3, il y avait un petit peu qui était à 0, un peu de coupe à 5, mais c'était assez gaussien, un peu déformé, mais pas, tu sais, cherché. Donc, comment vous interprétez ces courbes-là? C'est-à-dire, la distribution, c'est-tu de dire, ouais, effectivement, quand on a mis en exergue la méthode, les gens ont quand même dit, oui, c'est peut-être efficace ou je ne sais pas trop quoi, parce qu'on pense efficace, parce que là, il y a le sens commun qui vient dedans, c'est de dire, ouais, la caméra, le monde va faire plus ça. Tu sais, c'est le gros bon sens, ils vont peut-être avoir plus tendance sans être trop influencés par le... Donc, comment vous avez... Parce qu'on n'a pas interprété à date les résultats, c'est ça, montré vite, mais il y a une information qu'on peut tirer de la distribution des réponses. Je ne sais pas si on peut remettre le PowerPoint. On retourne dans le... Séparer l'image. Voilà. OK. Voilà. C'est ça. Les distributions que j'ai montrées, c'est les variables dépendantes. Donc, c'est les distributions globales. Enlève les cases dans le coin. Là. Fait que ça, c'est les distributions, les groupes traités et non traités ensemble, c'est tout le monde. C'est juste la VD.
c'est sûr que ce serait intéressant de voir, mettons, comme ce que Comme ça, oui. vous avez ici, Ouais. la perception de la nature définitive des résultats. Bon. Là, on voit effectivement qu'il y a comme une espèce de préavis que les résultats sont pas tant définitifs en tant que tels. C'est des caméras, justement, de feu rouge. Puis là, ça va être intéressant de voir avec d'autres thématiques, avec des distributions peut-être des préavis différents, est-ce que ça a le même effet ou non? Mais nous, notre traitement, on n'a aucun effet sur cette variable-là en tant que telle. On ne change pas cette distribution-là avec ce qu'on a observé. Mais on peut s'attendre, j'imagine, que si on pose une question sur un sujet qui est un peu moins engageant, là, parce que là, les gens qui ont des chars, ils n'aiment pas ça avoir d'étiquette, là, fait qu'ils vont peut-être être contre les résultats. Mais ce n'est pas une question de recherche en tant que telle dans ce paper-là de savoir est-ce que les gens qui ont des préavis évaluent différemment là, les perceived definitiveness. Sauf qu'on a quand même fait des modèles avec une autre variable qui était dans le questionnaire pour savoir est-ce que les gens, les répondants, est-ce qu'ils prenaient leur voiture souvent, tu sais, c'était jamais, un peu, etc. Ouais, le contexte pour savoir est-ce que les gens sont engagés par rapport à cette politique-là en tant que telle. Et titre, là, les résultats, ça sera de comparer entre quand tu avais en exergue la conclusion versus quand tu avais en exergue la méthode. En disant, ouais, attention, tu sais, que le biais était en exergue dans un cas, si je ne me trompe pas, puis l'autre, c'était l'original. Et tu as les deux courbes, elles sont bien différentes parce que tu es allé vite. Comment ça veut dire? Ben, ça c'est juste la VD comme tout. Ça, ça On ne les a pas représente. ici dans la présentation. OK, tu ne l'as pas en présentation, mais tu là, parce que là, tu verrais de quoi peut-être. Tu comprends? Il faudrait le diviser par groupe, mais tu sais, nos résultats ne sont pas significatifs dans cette VD-là. Donc, il n'y a pas. On peut aller voir les. On peut aller Ça voir. ne veut pas dire que dans les sous-groupes, il n'y a pas de différence. Ouais, mais on peut aller voir les résultats de régression. Là, j'ai ma table ici. Là. C'est comme. Ça, c'est pas grave, c'est juste pour les recherches. Tu vois, avec les modèles 2, modèle 3, il ne se passe rien. Et pour même indépendamment de comment il est distribué au départ, là, globalement, la courbe, le fait de mettre une image ou un biais n'a pas d'impact en tant que tel Sur la distribution. c'est ça. Mais j'ai pas sorti les courbes là, par groupe, il faudrait voir. S'il y avait eu un effet, on l'aurait vu dans le modèle. C'est bon. Ouais. Non, je pense pas qu'il y ait tant d'effets là, parce que le OLS l'avait capturé en principe. Parce que le but, c'est de voir que si on met en exergue un texte, le but, c'est qu'on veut qu'il retienne ça, sinon on ne l'a pas mis. C'est ça, mais ils ne tiennent pas. C'est ça. Ils tiennent juste quand c'est directement la méthode, la faiblesse de la méthode. Puis quand il faut faire le thought process d'aller, OK, ben la méthode veut dire des mauvais résultats, ça ne marche pas. Là. Mais il a raison, parce que je ne pense pas que c'est ça qu'ils doivent conclure, que parce que la méthode est limitée, les résultats sont pas bons. Ça dit tout est limité dans la vie. Oui, mais si les biais sont trop importants, il n'y a pas de répercussion non plus sur le fait que les résultats sont définitifs. Là. Donc, ça se répercute pas. C'est bon. Merci. Moi, je ne vois pas s'il y a des questions en ligne. Peut-être juste prendre la parole si quelqu'un veut intervenir. Il n'y a pas de souci. Il reste encore un peu de temps. Pourriez-vous arrêter le partage? OK, merci. Quelqu'un a une question pour relancer la chose? On avait le tour. C'est bon. C'est bon. On s'en fait le tour. Super, merci beaucoup, Louis Robert, pour avoir présenté avec nous les premières étapes de cette recherche-là. On souhaite une bonne fin de postdoc, une bonne entrée en poste dans tes nouvelles fonctions l'été prochain. Merci à tout le monde pour avoir de s'être joint à nous. Je crois qu'il y aura peut-être même une version de PowerPoint rendue disponible ou en fait, sinon, on peut contacter si quelqu'un a besoin. On va corriger ma typo, là, puis on va mettre. Oui, absolument. Sinon, on va mettre en exergue le biais de cette type. Ouais, c'est vrai. Généralement, les conférences et les séminaires midi sont enregistrés et rendus disponibles sur le site du CIRS. Donc, ce sera possible d'y avoir accès pour ceux qui voudront à nouveau entendre la présentation ou la faire découvrir à leurs collègues. Alors, encore une fois, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Salut.
monde.